Bon, c'est la première vidéo en français. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe avec un personnage qui est en détresse d'une reconnaissance universelle contre l'absence de laquelle il entend se venger. Nous n'avons jamais communiqué avec ce personnage autrefois, pour des raisons de profond retrait de la vie publique, après une trop brève apparition non concluante. Et à présent, nous nous trouvons dans l'intercom de cette aventure ubuesque et kafkaïenne, et d'un personnage qui comprend très bien ce qu'il fait, et qui décide de croire son idée de la réalité, et qui est manifestement à l'opposé de ce qu'est cette réalité, comme nous avons vu avec tous les dirigeants précédents se rendre sur place en Ukraine pour prendre conscience de ce que la destruction urbaine d'une guerre, une des pires guerres, puisque c'est une guerre par pur sadisme de la part des Russes. Un sadisme de volonté d'écraser l'Ukraine qui avait si bien conquis sa liberté, et on retrouve ce sadisme très profondément chez Sergueï Lavrov, qui montre avec un acharnement quand il tire sur sa veste en faisant cette grimace de sadisme l'étendue en réalité de la pathologie de Poutine, qui est aussi une des formes de la même eau qui est le pire. La lie de l'humanité se trouve à la tête des États aujourd'hui, que le populisme a fait son œuvre, que le monde entier a préféré, les électeurs, nous le voyons partout, en Europe, ailleurs, partout. Et nous avons eu la vague précédente qui était plutôt clémente, en fait, où il y avait une configuration où un ensemble grandissant de pays libéraux et organisant le développement dans un sens positif ont cédé la place, enfin tous ces systèmes ont cédé la place au ravage du populisme, que l'on peut bien faire remonter où l'on veut à toujours les mêmes recettes d'humiliation, de l'intelligence. Les gens savent bien, et ces systèmes les insultent en permanence, et donc cette invective permanente rappelle tous les plus bas instincts de la société qui s'expriment partout, dans les violences, etc. Jusque dans le climat, parce que l'humanité n'a même pas été capable de conclure qu'il fallait immédiatement organiser une solution d'énergie durable, et que où l'on voit maintenant, ou bien de faire avancer des réacteurs nucléaires modulaires. Bon, on est encore à 30 ans de cet usage quotidien. La discussion va dériver dans tous les sens. C'est pour ça que nous continuons à essayer de chercher les mots pour dire bien ce que l'on essaye de dire. Donc ne vous inquiétez pas si nous partons dans les digressions. Quand on essaye de solutionner un problème, il faut être capable d'évader sa pensée dans toutes les directions pour pouvoir assurer de trouver quelque chose. Donc Donald Trump a cette difficulté, on pourrait dire, c'est un trouble schizo-affectif, c'est un peu comme les diagnostics de certains, c'est-à-dire qu'il est pris d'une forme d'imagination embellissante de la réalité qu'il considère comme étant la plus à même de lui apporter le soutien profond dont il a tant besoin. Le week-end dernier, à Daytona, les images étaient un peu étonnantes, puisque nous voyons un président américain comme venir chercher
quémander l'appui public après l'affront public qu'il avait subi d'être traité de stupide par le monde entier. Parce que, enfin, encore que ce soit inexact, si l'on dit que la stupeur est une forme d'ignorance de comment réagir, la réaction chez ce personnage est tout le temps manifeste, donc on peut pas dire qu'il manque de réaction, de sorte que ce soit pas vraiment de la stupeur, mais on est interloqué par alors si ce n'est de la stupeur, c'est de l'ignorance et ou bien de la malignité. Donc si la malignité devient le principe directeur, gouverneur des États-Unis, le principe gouverneur des États-Unis, pas le gouverneur, il faut faire attention pour si jamais ils traduisent un jour aux États-Unis. Bon, que fait-on avec la Russie, que font les Ukrainiens quand les Russes les attaquent? Eh bien, ils les repoussent autant qu'ils peuvent. Et que ferions-nous si les prérogatives de nos tous autres pays, moins quelques États voyous, dont la Russie, etc., que ferions-nous? Nous ferions comme les Ukrainiens. Et au moment où les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'être eux-mêmes sur le barbecue d'une invasion, d'une attaque, d'un départ de guerre qui commencerait sur leur sol par des attaques extérieures, non pas par des attaques extérieures dans l'idée que les BRICS ont gagné avec la Russie, reprenant sa place comme grande puissance, une assurance indéterminée, on peut s'attendre à n'importe quelle autre forme d'attaque du territoire de n'importe quel autre pays. Et donc c'était un petit peu ce qui se produisait avec le Mexique, c'était le sentiment qu'avaient les États-Unis d'être envahis par des Sud-Américains. Et donc, dans la tentative de se protéger, nous voyons que les États-Unis feraient eux aussi la même chose s'ils étaient attaqués. Et donc, comme ils n'ont jamais été attaqués, ils ne comprennent pas dans l'Amérique profonde qui a été éduquée dans les écoles et qui est au pouvoir, ou dans les ministères, dans les couloirs, dans les rédactions, dans les think tanks, etc. On voit bien que c'est une société qui se défendrait aussi et qui, donc à présent, ne comprend pas la nécessité de poursuivre de vivre au niveau de sa promesse, c'est-à-dire de ne pas abandonner les camarades ukrainiens qui ont, depuis 3 ans, fait en réalité un travail extraordinaire de couper en deux l'armée russe, de la mettre à genoux sur le terrain où elle était la plus efficace, c'est-à-dire l'attaque de brutalité qui est réduite, puisqu'il y a un taux de mortalité tel, en fait, et de victimes tel dans l'armée russe, que il n'y a tellement plus de matériel, a-t-on appris cet après-midi, à envoyer sur le front, que Vladimir Poutine n'a même plus besoin d'une nouvelle conscription. Donc on arrive au bout du rouleau de cette guerre pour les Russes, et le réarmement peut être un problème qui peut être réglé plus tard. Le plus important à présent, ce serait un cessez-le-feu. Et la difficulté que ce personnage, Donald Trump, a du mal à comprendre, c'est la dynamique de la guerre qui représente un moment d'inertie qui ne va pas s'arrêter immédiatement, puisque il n'a pas été capable d'engager la négociation sous un jour favorable en pliant, en donnant tout de suite tous les avantages à son adversaire, parce que c'est un amoureux de Poutine, il aime, donc il veut donner à son ami quelque chose que son ami pourra lui restituer sous la forme de l'amour dont il manque, ayant toujours été cet enfant castagneur, à la limite de tomber dans la délinquance 1000 fois, et qui par le désespoir du manque d'amour de sa mère qui préférait
les autres enfants de la famille, parce que celui-là était un peu turbulent, et donc c'est pour cela qu'il avait dû être envoyé dans un pensionnat, semble-t-il, ou bien qu'il ait fait des études dans ces conditions-là à un moment donné, ce qui ne favorise pas la satiété affective, si l'on veut. Et donc, à présent que il est au milieu du gué, en essayant de traverser, en portant la pauvre Amérique sur sa tête comme un ballot de linge quelque part en Zambie, une femme porterait pour traverser la rivière ou bien ses perrettes et son pot au lait, finalement. Alors, la paix qui va venir, elle dépend certainement d'une imposition de la paix aux Russes, et non pas d'une soumission absolue aux Russes. Et il est hors de question que, ou bien sinon, les Américains vont découvrir que la considérable administration de la sécurité qui était chargée de détecter les problèmes et de les régler avant qu'ils n'arrivent, qu'ils ne débarquent sur le sol américain, comme elle a été démantelée, cette organisation de sécurité, eh bien, les États-Unis vont réaliser, les Américains vont réaliser à quel point l'effort de rationalisation des budgets s'est tourné en une coupe sombre de tout ce qui pourrait faire la réussite ultérieure de cette affaire, en fait, et de l'État américain et des États-Unis eux-mêmes, finalement, puisque à moins de défédéraliser et de redevenir un ensemble d'États indépendants, si l'État central disparaît, alors l'État central est détruit au nom d'un fantasme, du fantasme d'une cinquième colonne de l'État qui serait tout un ensemble de services silencieux, etc. Il a été question de le préciser précédemment. C'est une fiction, ce n'est pas une réalité, l'État profond qui s'applique aux États-Unis. On en voit la preuve. Ces institutions n'ont pas été capables de défendre les intérêts américains, qui sont à présent à bas. Alors, le temps, et puis il y aura toujours le sourire et le soleil jaune, pour le dire comme ça, de Donald Trump. Mais sous cette réalité pimpante, il y a nécessairement au tournant le désarroi du peuple américain d'avoir compris qu'ils avaient perdu déjà avec cette attitude qui lance dans l'indignité tout un peuple, qui est une bonne moitié d'un peuple qui a fait ce choix, bien 57% peut-être, qui a fait ce choix D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le chiffre que Donald Trump retient de la popularité de Zelensky en Ukraine, qui est, je crois, il a dit 4%, 7%, et c'est 57%. Et il a peut-être bien été élu, Donald Trump, avec 57%. C'est une possibilité. Il faudrait revérifier. Donc il y a une sorte de cynisme là-dedans. De la même façon que les 500 jours à Daytona correspondent, c'était la veille des 500 jours de la guerre d'Israël contre le Hamas. Donc peut-être y a-t-il quelqu'un qui planifie un agenda, ou bien est-ce lui qui fait comme ça par association des apparitions ou des sorties en fonction de son propre système cognitif divergent, et il n'y a pas de doute à présent que le sens de la réalité de ce personnage est différent de celui que le reste un peu du monde peut avoir. Donc alors, il y a dans cette capacité, on pourrait dire que c'est quelque chose, c'est pas... Alors, ou bien c'est vraiment quelque chose qui vient d'un plan d'une nouvelle génération de républicains survivalistes et forcenés, comme le vice-président pourrait bien en être un exemple assez fumeux, et ou bien il s'agit de la limitation qui va devenir une force de ce personnage, et qui va nécessairement devoir passer par un temps de réflexion, et si on espère se sortir de l'ornière collectivement tous, si l'on espère
que l'Ukraine puisse résister à cette tentative brutale de l'étrangler au coin au coin du boulevard d'une façon si qui s'apparente à toutes les formes de terrorisme finalement, puisque l'action de Donald Trump terrorise nécessairement. Alors peut-être les Ukrainiens ont passé ce stade de terrorisable, mais c'est bien l'effet qui est recherché. L'idée d'effrayer l'Ukraine, d'effrayer le président Zelensky pour qu'il se rende. Et nous n'avons pas vraiment envie de commencer à rentrer dans les réalités militaires que nous percevons, parce que sans doute les Russes voudront peut-être traduire aussi, et il est hors de question de leur donner des informations de nature militaire. Et tout de même, il y a un espoir qui vient qui vient doucement, qui vient à pas de loup peut-être, ou bien qui vient silencieusement et qui va venir aider l'Ukraine dans le temps qui reste avant le cessez-le-feu à surmonter une éventuelle pénurie du matériel américain. Nous suggérerions à l'exécutif américain de ne pas couper en se montrant goujat comme un goret, pardon, mais il y a vraiment à un moment donné, là, dans la blondeur jaune, quelque chose qui mérite un appel ou un qualificatif. Donc on n'est pas là pour donner des noms d'oiseaux, mais pour essayer de rebalancer cette donne qui est en fait une maldonne profondément due peut-être, à une situation de désinformation, d'illusion d'information, ce qui est encore pire quand on pense avoir l'information nécessaire pour prendre une décision. Cela revient à prendre une décision quasiment à l'aveugle, ce qui peut avoir du bon, et c'est un petit peu certainement la façon dont Trump comprend lui-même le sens de son action, c'est-à-dire que il pense venir secouer l'arbre et voir ce qui tombe et travailler avec ce qui reste dessus. Et alors, dans la mesure où son appât, c'est la preuve de réussite. Bon, quand on est un protestant américain, c'est la réussite par l'argent. La preuve que la Providence vous aime, c'est qu'elle vous verse de l'argent, des dividendes, des affaires qui fonctionnent, etc. Et de l'autre côté, d'un amour, d'une reconnaissance de certainement un père qui l'a mal traité. Pourquoi lui-même a été maltraitant vis-à-vis de ses frères et sœurs, ses frères, je ne sais pas s'il y a eu des sœurs, mais la maltraitance d'un père, le désamour ou l'absence ou la mondanité d'une mère dans ces années 50, qui était certainement qui sont certainement la source de cette idée de refaire l'Amérique grande à nouveau. Il y avait des grandes voitures et des grands frigidaires. C'est les objets tellement classiques qu'on voit bien. Bon. Donc la bonne nouvelle, sans doute, est-ce que 2025 est assuré par la nouveauté qui se déploie et de ce cessez-le-feu qui vient par la reprise. Il faut que le personnage Donald Trump se reprenne. Il ne lui sera pas fait d'éloge dans aucun avenir s'il échoue à vite impulser le cessez-le-feu dont tout le monde a besoin pour qu'il devienne permanent. Peu importe, une journée de cessez-le-feu, c'est toujours une journée sans guerre. Bon, en tout cas, c'est toujours une journée de répit dans la guerre. Et un cessez-le-feu, on a vu au Liban qu'un cessez-le-feu permanent permettait tout de même d'engager un processus politique de reconstruction d'une nation. Donc le président Zelensky est élu, son mandat est échu, et la constitution ukrainienne interdit de lancer une élection
pendant une période de guerre. Pourquoi ? Eh bien, sans doute pour protéger l'effort de guerre, pour protéger la continuité, pour éviter que dans cette région de l'Est de l'Europe où justement la puissance russe retourne les gouvernements régulièrement quand ils ne leur plaisent pas, que cela ne puisse faire dans la légalité pour que s'installe la dictature, comme en Biélorussie, par exemple, comme ce fut le cas dans tous les pays de l'Europe de l'Est lors de leur conquête après-guerre. Et donc, ce à quoi veut résister l'Ukraine, c'est à sa re-russification. Et il est tout à fait frappant que Donald Trump propose à Poutine d'étendre son empire dont, bien entendu, l'armée américaine est l'ennemi, même pas l'ennemi potentiel, l'ennemi historique. Donc, à un moment donné dans son parcours, comme ça, qui est un parcours errant, et tout à fait à l'opposé du parcours qui n'est dupe de rien, nous avons quelqu'un certainement qui est capable de croire, de changer d'avis, d'évoluer dans son raisonnement, mais qui reste marqué par, malgré son effort, et que son effort va grandir, la prise de pouvoir d'une présidence, et il n'est pas possible d'imaginer que ce ne soit pas le cas une deuxième fois, donne lieu à une accélération de la cognition qui se veut nécessaire pour pouvoir intégrer l'ensemble des complexités qu'il faut réussir à gérer, à manager, à diriger, à comprendre en même temps. Donc, nous pourrions donner la charité à Donald Trump d'attendre quelques jours pour qu'il se reprenne et qu'il revienne à un sens de la réalité où Vladimir Poutine n'est pas son oncle, n'est pas son tonton, ni son père, ni son grand-père, ni même un frère, mais un ennemi, quelqu'un qui ne déteste rien tant que le Coca-Cola, que le sport vulgaire, pas vulgaire, populaire, le sport populaire, oui, on est un peu snob en Europe, le sport populaire qui est le circuit de Daytona 500, ou bien le Super Bowl, ou bien les États-Unis ont beaucoup de divertissements très raffinés, et il se trouve que Donald Trump n'en préfère que les plus populaires. C'est une possibilité qui montre d'ailleurs la décorrélation entre une éducation, un enseignement aux élites aux États-Unis, et qui sont uniquement tournés vers le business, tandis que en Europe, ces élites sont largement tournées vers la culture, vers le business aussi, mais principalement vers la culture. Donc il y a là une division qui est en fait un problème. C'est le problème que Pierre Bourdieu posait dans La Distinction, et il est facile de revenir à ce livre pour expliquer toutes les facettes finalement de l'envie, de la jalousie, du désamour, de la comparaison, de la compétition sociale. Donc, dans quel sens faut-il s'exprimer auprès de Trump ? Si nous avons déjà commencé à le faire, il faut pouvoir lui dire, comme à un enfant, qu'il a mal fait, mais qu'il va bien faire bientôt. Et c'est très difficile parce que tout ce qu'il nous montre pour l'instant, c'est qu'il ne comprend pas le message et qu'il continue à faire mal de façon volontaire parce qu'il le peut. Il y a une forme chez lui aussi d'un sadisme marqué qui se voit sur cette petite bouche en cul de poule qui doit certainement marquer une précision dans quelque chose, ou bien cette moue rageuse qu'il fait, une moue vengeresse, où il ne tolère pas en réalité que la rumeur de son possible succès aux élections se soit vue accompagnée de tentatives d'assassinat qui n'étaient vraiment pas dans l'optique, et je dirais, nous en avions parlé, pas dans l'optique avant de voir la réalité
catastrophiques à l'œuvre dont ce n'était que le potentiel à l'époque. Et donc, la tentative, lorsqu'on essaie de voir les choses en grand et de voir les problèmes de ressources humaines, c'est de penser que, d'un point de vue d'un droit inaliénable à la rébellion du peuple quand son intérêt est bafoué par une trahison manifeste, alors les États-Unis les Américains ne semblent plus tous être en mesure de comprendre les conséquences profondes des actions qu'ils font. C'est le problème du plomb dans les robinets d'eau et du volo, ou d'une manière générale les enseignements, les éducations, l'école dans le grand monde libre ont été abandonnés après le premier succès d'une génération d'ingénieurs dans les années 50, puis ensuite, etc. Aujourd'hui, on ne fait plus recette quand on est un bon étudiant, un bon élève, on fait recette quand on est un étudiant ou un élève qui cherche à se faire remarquer, ne serait-ce qu'en devenant la manchette des journaux, parce que justement le passage à une société d'ingénieurs a créé une sorte de méritocratie dont on sait qu'elle est une forme de la reproduction du même. En réalité, les classes sociales les moins élevées ne parviennent pas à cette position. Il faut déjà y être, comme dans un cercle dans lequel on ne pourrait pénétrer que de l'intérieur pour pouvoir bénéficier de cette possibilité. Donc une génération d'ingénieurs a pensé que les problèmes du monde étaient réglés, et peut-être l'accent qui aurait dû toujours être mis sur l'école, sur l'éducation, et c'est vrai dans tous les pays du monde universellement que ça devrait être le cas, l'absence de cet investissement donne 2, 3 générations plus tard, nous sommes à 4 générations après l'avènement de la naissance de cette génération du boom, de cette génération, et il faut aussi comprendre, c'est une génération qui a connu tous les avantages. L'augmentation des salaires rapides dans les années 60, l'accession à la propriété, l'accession à une certaine stabilité de l'emploi, etc., etc. C'est une génération que l'on trouve aussi dans d'autres pays et qui est caractérisée par son égoïsme, parce que cette génération n'a pas intégré, n'ayant vu de la solution économique que le pare-feu d'un miracle, n'a pas intégré l'idée que la richesse des uns est coproduite par le travail des autres, et que toute forme d'excès dans l'appropriation des ressources relève en réalité d'un vol. Et donc nous avons un État voyou, à la tête de qui un voleur professionnel. Il ne s'agit pas de dire que c'est un voleur à la tire, mais quelqu'un qui a su arranger la fiscalité, les affaires, etc., à la limite de la légalité. Encore une fois, Donald Trump aurait pu tomber dans la délinquance 1000 fois, et il a frôlé cette étape 1000 fois. Donc voilà, nous avons ce personnage qui est en désir d'amour, qui va aller chercher, y compris chez l'ennemi. Alors, la Russie n'est pas techniquement l'ennemi des États-Unis, c'est l'adversaire historique. L'adversaire historique, on l'appelle l'ennemi, parce que sinon on ne sait plus ce qu'est l'adversaire quand il s'agit d'avoir un différend commercial avec un pays voisin et ami comme le Canada, par exemple. Donc il serait préférable de garder un sens de la mesure. Alors si maintenant Donald Trump veut appeler la Russie un pays ami, il va falloir expliquer aux Américains que le Coca-Cola, les Saturday Night Live, c'est fini. Parce que tout ça, c'est très déplaisant. Il est peu probable que les Américains acceptent ça. Et c'est pour ça que 2026 sera certainement le grand retour des démocrates qui bénéficieront des travaux d'optimisation de l'État et qui bénéficieront d'un important budget fédéral pour pouvoir corriger les choses. Enfin, il faudra attendre 2028, parce qu'en 2026, ce sera simplement les tentatives d'impeachment, les tentatives de freiner ou de faire passer des lois opposées ou de s'opposer aux lois que Donald Trump aura, ou aux décrets que Donald Trump aura signé inconsidérément. Donc, imaginons
que dire, que dirions-nous à Donald Trump? Eh bien, la seule réponse, la seule chose que nous pouvons dire à Donald Trump, de façon progressive, quant à cette évolution future, c'est de lui dire que nous l'aimons, bien sûr. Ce personnage qui peut être farsesque comme clownesque, et quand il est sérieux, qui n'a pas le pire des bons sens qu'on puisse trouver, excepté pour le fait qu'il soit tout de même un petit peu mal informé, ou bien qu'il soit dans cette configuration idéologique d'avoir le cerveau retourné par Poutine, qui lui en met plein les yeux par sa connaissance historique et sa récitation constante d'une version alternative de l'histoire. Une version de l'Est de cette histoire. Et on peut certainement voir la fascination de Donald Trump pour l'héroïsme de la Seconde Guerre mondiale chez les Russes être un témoignage de la rumeur qui a dû gronder dans son enfance au moment de sa naissance. C'était l'époque contemporaine de ces événements. Et donc nous nous trouvons devant la répétition historique de la victimisation des uns des autres par cette Deuxième Guerre mondiale, par l'effet des générations. Et à mesure que ce trauma réapparaît dans les générations qui n'ont pas connu même leurs grands-parents à présent, qui seraient revenus des camps, nous voyons en fait ce trauma se reporter sur elles. Et certainement, en effet, y a-t-il intérêt à revenir à la cicatrice de cet événement mondial qui n'a pas bien pris partout, parce qu'il a laissé dans les familles, dans les cœurs, des ravages qui, à la 4e génération, quand le retour du refoulé se manifeste, ne manquent pas d'offrir, de montrer des formes qui font dangereusement penser aux causes à l'époque qui avaient formé cette catastrophe. Donc, qu'est-ce que ça signifie dire au président Donald Trump que nous l'aimons? C'est-à-dire, nous croyons qu'il va réussir à tenir tous les éléments ensemble et à imposer à Vladimir Poutine, avant tout de suite dans les négociations, un cessez-le-feu. De toutes les solutions les moins pires, ce serait la meilleure, puisque ça cesserait immédiatement le problème principal de cette guerre, le fait qu'elle soit très meurtrière. Alors, toute guerre est détestable par elle-même, mais cette guerre, de par la tactique russe, qui ne mérite pas autre chose qu'un procès en crime contre l'humanité, du peuple et du génocide double, en réalité, un génocide objectif que Poutine voudrait faire subir à toute une partie de la population ukrainienne, et un autre génocide objectif que Vladimir Poutine fait subir à son peuple au nom d'une erreur totalement folle d'avoir voulu continuer quand il a vu que ces colonnes, au début de la guerre, ces colonnes étaient arrêtées sur les routes ukrainiennes, d'avoir voulu continuer quand ces opérations spéciales se sont écrasées sur l'aéroport de Kiev, semble-t-il. Il aurait dû au moins à ce moment-là regrouper en arrière pour reconstituer son attaque. Et c'est faute d'avoir réalisé ça que l'Ukraine a réussi à lancer une défense avec l'aide des États-Unis qui a commencé à donner cet équilibre étrange où l'armée russe est détruite, brûle, se consume sur le front par l'industrie militaire et guerrière de l'Ukraine, sans pour autant qu'ils puissent réussir à en tirer la conséquence que dans la circonstance présente, il ne pourra pas franchir le pas de saisir tout ce pays, et il a même été repoussé, il est repoussé par endroits et ne parvient pas à percer là où il applique le maximum de pression. Et sur l'hypothèse d'une armée de 12 000 tanks
qui aurait été augmenté lors de cette guerre par la production peut-être de 3000 tanks supplémentaires. Les Ukrainiens n'auraient pas intérêt à augmenter tant que ces chiffres étaient destinés aussi à montrer l'efficacité. Est-ce que les Ukrainiens ont eu une tendance à gonfler ce chiffre? Alors, de deux choses l'une, ou bien le chiffre de la destruction des chars russes, c'est une donnée importante parce que c'est un élément premier de la guerre. S'il n'y a pas cet élément-là, c'est difficile de vouloir mener la guerre dans un objectif d'avancer, puisque tous les autres matériels concernent finalement les piétons, les fantassins, l'infanterie plutôt. Et le pilonnage il concerne aussi l'infanterie. Enfin, l'artillerie est une forme de l'infanterie. Et la raison pour laquelle les drones ukrainiens réussissent à repousser autant de positions d'artillerie, c'est parce que elles sont occupées par l'infanterie qui n'est pas protégée, ne sont pas des blindés. Donc, puisque dans cette guerre, qui reste une guerre traditionnelle, conventionnelle du XXe siècle, finalement, alors qui se double d'aspects modernes, mais tout de même, l'élément principal d'attaque, c'est le tank. Alors, si la Russie avait disposé de 12 000 tanks, et si elle en était fabriquée 3 000, elle en avait fabriqué 3 000, nous serions à 15 000 au total, et les Ukrainiens affirment avoir dépassé les 10 000 détruits. Est-ce que les Ukrainiens avaient intérêt à gonfler ce chiffre? Pas vraiment, puisque le total était connu, et donc pour convaincre l'administration Biden de continuer à bien vouloir tenir la promesse de l'Amérique en réalité, parce que le président Biden avait une large majorité de républicains comme de démocrates qui étaient engagés dans la poursuite de la défense noble et loyale ou de l'aide, en tout cas, à cette défense de la part de l'Ukraine. Les États-Unis étaient loyaux à l'Ukraine loyale aux États-Unis, et donc, à présent, les choses changent. Donc, si la Russie avait eu... si les Ukrainiens avaient voulu truquer les chiffres en espoir d'être mieux servis, ils les auraient plutôt réduits qu'augmentés. Tout ça laisse un peu à penser que certainement l'armée russe, par rapport à ce qu'elle était avant la guerre, connaît un taux d'attrition de son matériel de guerre, en tout cas, puisque la conscription est un autre problème, la Russie ayant un principe de conscription permanente qui permet d'alimenter avec des effets systémiques terribles, où certainement les hommes de régions entières, de villages entiers sont envoyés à disparaître au front. Donc si l'armée russe avait 12 000 et a fabriqué 3 000, ça fait 15 000. Si les Ukrainiens déclarent qu'ils en ont détruit 10 000, c'est-à-dire qu'il en reste 5 000. Ça placerait, avec une marge d'erreur, ça placerait le taux de destruction de l'armée russe entre 50% et 2 tiers. Entre 50% et 65%, elle serait détruite à ce niveau-là. Et comme la presse russe, l'empressement russe a fait, et l'excellence des Ukrainiens, l'excellence montante des Ukrainiens, a fait que l'excellence des Ukrainiens a fait quoi? Pardon. L'excellence des Ukrainiens a fait que la Russie n'a pas réussi son attaque de force brute et s'est montrée incapable d'avoir une autre stratégie, une autre tactique. Ces efforts dont le président Donald Trump a été le témoin, même on ne sait pas si c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'actualité, c'est fort possible, il a été le témoin de cela, et la promesse d'amour que lui avait fait Donald Trump
lors de son premier mandat, de l'amitié qu'ils avaient nouée. À présent, semblerait l'appel auquel il répond, ce serait un peu méjugé, malgré les problématiques de troubles de l'affection, d'ambivalence, ou bien même de reddition comme ça à l'ennemi sans y réfléchir. On peut penser, il y a un espoir pour que, à l'âge auquel il arrive, le président Donald Trump ait dans sa besace le tour du négociateur qui vient choquer la partie négociée pour pouvoir mieux la saisir, l'accueillir plus tard avec un meilleur arrangement. Il n'est pas impossible que dans l'esprit de Donald Trump, il n'y ait pas une sorte d'idée de jouer au Père Noël et d'apporter du jour au lendemain à l'Ukraine un cessez-le-feu, une solution, et que ce qu'il certainement perçoit comme une volonté de donner, comme un don de soi, de son génie personnel à tout le monde et aux Ukrainiens aussi, de donner un jour cette paix comme ça, par sa grande libéralité, ce qui serait la preuve de son achèvement suprême, son achèvement et de sa réussite à nouveau. Donc, on ne connaît pas les capacités stratégiques de réflexion stratégique. La réflexion stratégique est difficile parce qu'il faut prendre en compte un ensemble d'éléments qui ne permet pas, quand on est dans l'action, de respecter tout le cahier des charges parce qu'il est trop complexe et il y a une forme de limite à ce que, en termes de double, triple, quadruple priorité, un être humain soit capable de soutenir comme effort de pensée et donc c'est ainsi que ce que l'on dit aux uns fait déplaisir aux autres et qu'on vexe ainsi en pensant bien faire. Et donc il n'est pas impossible que simplement le président Trump, et il faut espérer cet optimisme, sinon il va falloir lui imposer les moyens d'imposer cet optimisme au président Trump, de toute façon, va revenir à l'encourager. Il n'y a que l'encouragement, puisque nous savons que chez ce type de configuration, dans ce type de configuration, il n'y a que très relativement la possibilité d'apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que la répétition de l'impétuosité va faire que les erreurs vont revenir encore et encore. Donc la seule façon d'améliorer Trump, c'est la câlinothérapie. Et évidemment, le chemin de l'expression publique ne prend pas cette direction parce que nous sommes indignés. Et donc, d'où l'idée d'indiquer au président Trump que son bobo sentimental d'avoir été flashé à 80 de QI sur l'autoroute des États-Unis soit le signe d'un futur progrès où dans les mois qui viennent, il va muscler sa compréhension, son équipe va se renforcer, va prendre connaissance profondément des dossiers, les conseillers vont faire leur travail de faire remonter les informations intéressantes, les essayistes produire la théorie de comment Trump aura sauvé l'Amérique, et peut-être que, en effet, une réussite attend à la fin du chemin. Mais il va falloir, pour tout le monde, au lieu de... Alors, d'une part, se préparer, les Européens vont commencer à se préparer, les délais vont être bons, la production de 2025 permettrait d'assurer au moins une partie des couvertures de la guerre en Ukraine en 2026, la production européenne, peut-être que les États-Unis finalement réaliseront que la Russie ne plaisante pas du tout sur ses exigences, elle n'est pas du tout prête à faire le moindre concession, et que derrière les États-Unis, d'autres États enquillent le pas et cherchent à créer une grande coalition pour isoler totalement les États-Unis et le monde occidental en général, avec la possibilité donc pour Poutine d'asservir l'Europe, pour la Chine d'asservir à terme les États-Unis. Alors bien sûr, il dépend en fait de la réaction de Donald Trump de continuer en fait à tenir parole qui représente l'honneur américain, d'aider les Ukrainiens,
il est possible que, dans un sursaut de génie de la négociation, il arrive à un moment donné à imposer très vite un cessez-le-feu. Ce serait la situation idéale. Et malheureusement, pour le président Zelensky, le message le message de Trump finissait en disant qu'il aimait beaucoup les Ukrainiens pour autant, mais que bon, Zelensky, ça n'allait pas. Et évidemment que Zelensky, ça va très bien, et c'est la réaction pendant tout ce temps. Il y a aussi un élément peut-être qu'il faudrait rappeler à Trump, c'est l'origine de Zelensky. Qui est-il personnellement? D'où vient-il? Et il y a peut-être là aussi une question d'intercession de celui qui considère Donald Trump le plus grand ami de son pays depuis toujours, car enfin, il s'agit tout de même à la fin d'une de ces formes d'un antisémitisme douteux qui se trouve en filigrane dans cette sortie de Donald Trump où il explique que Zelensky aurait fait un très mauvais job à défendre l'Ukraine. Si l'Ukraine est toujours l'Ukraine aujourd'hui, c'est précisément grâce à l'énergie de Zelensky. Et donc, dire que l'on aime l'Ukraine et retirer la cause de ce pourquoi elle continue à exister malgré tout, bon, il y a une contradiction. Et il n'est pas question de saisir que Trump comprendrait cette contradiction. S'il comprenait la contradiction qu'il énonce, il ne produirait pas la calamité qu'il prépare. Et donc, il ne s'agit pas de vouer aux gémonies Trump et de passer son temps à l'insulter. Ce sera certainement un très bon président, un très bon 47e président, mais il devra commencer le travail sérieusement, ou bien poursuivre. Et si nous devions réaliser qu'il n'y a absolument aucune stratégie et aucun savoir-faire en matière de géopolitique et aucune capacité à négocier fermement dans ce domaine, compte tenu en fait de ce que les Russes vont lui apporter de réservoir positif d'amour de lui-même, et si nous ne sommes pas capables de lui fournir cette couverture sympathique jour et nuit qui veille sur ses petites sorties pour être certain qu'il choisisse le meilleur des intérêts américains à chaque fois, il faudra revoir cette position. Mais nous ne sommes pas à cette étape-là. Pour l'instant, il n'est pas impossible que les déclarations étant ce qu'elles sont, les invectives étant ce qu'elles sont, il n'est pas impossible que prendre tout à fait au sérieux Trump ne soit pas une erreur génératrice de beaucoup de stress. Donc que pourrions-nous dire d'autre de cette aventure? Il serait tout de même terrible que les États-Unis n'en arrivent à devoir subir une leçon du reste du monde. Les États-Unis sont un pays très jeune, dans son adolescence toujours, et il y a dans le monde des pays très anciens. Et il est fort probable que les pays les plus anciens, devant cette arrogance vaine, parce que être arrogant lorsque l'on peut ensuite assurer, c'est possible. Si Zelensky doit recevoir des éloges, et on peut aussi concevoir qu'il puisse recevoir quelques blâmes, il y a un mode du génie qui consiste à incendier pour toutes les bonnes raisons de tout ce qu'ils font mal les autres, et puis en même temps de venir à leur aide, néanmoins, parce que le besoin de la leçon nécessite aussi l'engagement, sinon personne n'apprend la leçon, et vous faites un ennemi supplémentaire. Et donc il n'est pas impossible que Trump soit dans ce sorte de réflexion, en ayant commencé par choquer la situation, et puis ensuite en faisant glisser comme ça une peau de banane sous les pas de Zelensky, pour que quelque chose de nouveau apparaisse dans la situation. Et nous avons vu, et alors, est-ce que ça ressemble à une capitulation, et comment nous devons concevoir le fait que si la guerre s'arrête aujourd'hui,
l'Ukraine a perdu pour le temps de la vie de Vladimir Poutine au moins une partie conséquente, 15, 17%, 20%, ça fait une partie conséquente d'un pays. De la même façon que l'Alsace et la Lorraine avaient été perdues par la France, et au fil des décennies suivantes, redonnées, en fait, ou rééchanger, à la suite d'une nouvelle guerre, mais rééchanger, c'est bien cela, non ? C'est une nécessité du temps, en fait, et puisque maintenant nous savons que l'Europe ne sera pas en mesure de reprendre la fourniture d'armes au niveau à laquelle elle devrait se trouver pour assurer un succès sur le terrain, les États-Unis ayant décidé de filtrer, sans doute envoie-t-il encore des armes, de filtrer, ou bien peut-être ça a été entièrement gelé, c'est difficile à savoir. C'est une mauvaise nouvelle aujourd'hui, mais peut-être que dans l'optique demain d'un cessez-le-feu ou d'un règlement du conflit plus large, ce premier geste de retirer l'armement des mains de ceux qui se battent, alors dans une maladresse totale, parce qu'il aurait fallu retirer les armes de la main des Russes, et pour cela il aurait fallu leur faire très peur, et pour cela il aurait fallu avoir un vrai stratège, ou bien quelqu'un qui n'était pas dans cette relation de recherche paternelle auprès de Poutine. Alors c'est un paradoxe, Poutine est plus jeune que Donald Trump. Alors évidemment Donald Trump est aussi un père, donc c'est une relation qui est à double sens, l'un et l'autre étant le père de l'un et l'autre. Nous savons que Vladimir Poutine n'a pas connu son père, que sa mère l'a rejeté. Nous voyons un schéma sensiblement similaire chez Trump, c'était plus certainement confortable. Leur arrivée au pouvoir relève de circonstances loufoques pour l'un et l'autre. Reste-t-il suffisamment de certitude dans l'esprit de Trump que nous sommes bien du bon côté et que l'autre n'est pas le même côté, pour des raisons qui tiennent à notre identité autant qu'à la leur? Voilà, nous nous trouvons à la croisée des chemins, à la croisée des chemins de rien du tout, mais nous voyons deux grandes voies à venir, en fait, ou bien la situation de Donald Trump se renormalise tout de suite et il se reprend pour favoriser les intérêts de son pays, ou bien le pari, finalement, qui n'était pas venu par le passé. Mais ça vient, nous venons de voir un exemple en Europe, que la justice finissent par comprendre l'implication de Trump en tant que ressource russe, ressource du système russe, et ressortent les fichiers d'enquête que le FBI a certainement pas écrasés, mais planqués quelque part au cas où il fallait revenir sur cette idée que Trump était en fait un agent infiltré russe. Donc il y a cette possibilité légale qui pourrait se développer. Bien oui, parce que si toute la politique de Trump se résout en catastrophe économique, en perte d'influence, en fermeture de tout ce qui était possible de faire aux États-Unis, certainement le peuple américain va le remarquer et interagira en 2026, en 2028 pour manifester son opposition à cet état de fait. Et alors il y a aussi une autre possibilité, que du côté de Vladimir Poutine, une urgence de prendre les rênes de cette danse destinée à démettre les États-Unis, et décide lui-même de jouer le chaud, le froid, en arrêtant les combats et en jouant une politique audacieuse à l'extérieur. Alors, on ne voit pas trop comment ça pourrait se produire, parce que certainement Vladimir Poutine est dans un état de sidération quant aux nouvelles que l'on lui apporte et à ce qu'il sait par ailleurs être la réalité. Il est difficile de penser que Vladimir Poutine ne soit pas informé correctement de la réalité de l'état
de ce qui se passe sur le front. C'est son dada, si on pourrait dire. Donc certainement qu'il lit beaucoup de ces documents historiques sur l'histoire et qu'il y contribue aussi, où il lit les différentes situations parfaitement claires. Et donc, en l'absence d'un sursaut impossible de Poutine, en l'absence d'une raison suffisamment solide en Russie, nous allons nous trouver avec un énorme État, avec cette arche entre les deux, un énorme État totalitaire des deux grandes puissances, et qui vont certainement chercher à en imposer davantage sur le monde. Alors, l'Europe, certainement, se défendra. L'Europe n'est pas tellement susceptible d'attaques idéologiques. Encore que les extrêmes pour lesquels les Européens votent massivement ont des aspects d'armes idéologiques dans leur arsenal. Mais l'Europe est à peu près certaine de ne pas terminer sous la rôtissoire russe. Ce n'est pas tellement ce qui est en jeu. L'Ukraine, certainement, est à ce risque. Et encore que certainement la diplomatie européenne permettrait d'avaliser la nécessité d'un cessez-le-feu maintenant, sous la pression de la menace de l'envoi de troupes sur place pour garantir, pour établir cette fin des hostilités, cette cessation des hostilités. Mais nous devons sauver le soldat Trump. On en arrive à cette équation. Pour faire marcher le Donald dans le bon sens, il faut lui donner satisfaction sur des points qui sont inessentiels pour nous, mais qui sont essentiels pour lui, des manifestations d'amour. C'est triste d'en arriver là, et de voir que ce tableau clinique ne se résoudra pas sans un long temps passé à le coacher. Alors, est-ce que c'est possible? Non. Donc, est-ce que nous allons essayer de le faire tout de même? Probablement. Et l'espoir, peut-être, qu'il y a un autre espoir pourrait venir de son grand agent d'influence, Elon Musk, qui peut-être, lui, qui est facile à joindre, peut-être aurait l'idée de susurrer au président que la tâche morale de l'abandon des Ukrainiens dans le champ de bataille, alors que l'assaut fonce sur eux et qu'on leur retire tous les armes de la main, ne passera pas à la postérité en tant qu'un événement positif, et que de cet événement négatif pourrait s'en suivre beaucoup d'autres événements négatifs par la suite. Peut-être qu'un ingénieur de la trempe d'Elon Musk pourrait être capable de calculer vite ses possibilités, et sans se bercer d'illusions que l'intelligence artificielle pourrait lui donner la réponse à la question de savoir si le cessez-le-feu va être rapide ou non, parce que il s'agit là en fait de produire un raisonnement humain pour pouvoir engager une action humaine auprès de Donald Trump pour lui suggérer de ne pas rompre la ligne d'approvisionnement de l'Ukraine le temps de la négociation du cessez-le-feu, parce que les Russes ne vont pas cesser d'envoyer des troupes au combat jusqu'au dernier moment, et peut-être même après la décision d'accepter un cessez-le-feu. Poutine trouvera-t-il encore l'occasion de prétexter que ses soldats ont mal été avertis, ou que les ordres n'ont pas été transmis correctement, et qu'il y a encore des tirs, comme pendant la période après l'invasion des petits bonhommes bleus en 2014. Entre 2014 et 2022, il y a eu régulièrement des incidents, des morts, des tirs d'artillerie, des pilonnages. Ça n'était pas la paix, mais comparé à ce que nous voyons aujourd'hui, c'était une situation bien plus préférable. Donc évidemment, si nous devons nous engager dans le soutien affectif de Trump pour qu'il accepte de marcher dans le sens logique de l'histoire et non pas marcher à l'encontre des intérêts américains, il faut bien comprendre que c'est
en partie par nécessité d'un vrai sentiment que nous pourrions faire cela. Ce qui ne va pas manquer de nous faire passer pour des traîtres auprès des Ukrainiens, dont nous leur demandons de comprendre que la nécessité ferait là aussi loi et que nous n'agissons que pour faire ce que pourquoi nous sommes faits, faire avancer dans le bon sens cet éléphant-là. Donc au lieu de monter en invective, il serait peut-être préférable dans l'esprit dans l'esprit de l'efficacité de cette mesure, en fait, de ce soin de donner, de restituer à Donald Trump l'amour dont il estime certainement ne pas avoir bénéficié suffisamment, et en tant que président, etc. aussi, hein. Et donc, malheureusement, il va falloir jouer ce jeu, et sans hypocrisie, parce que chacun saisit l'intention, et l'hypocrisie ne suffirait pas. Donc, après les insultes de la journée, peut-être que la traduction de cette modeste conversation permettra aux uns et aux autres de mieux saisir pourquoi on ne peut pas juger de l'action des uns et des autres en temps réel, parce que évidemment nous sommes dans la distance, nous franchissons cette distance avec cette petite explication, mais nous sommes dans la distance de l'incommunicabilité à cause de l'interception permanente de toutes les communications. Et en l'absence de rencontres physiques, il est impossible de pouvoir établir une stratégie commune sans penser que nous avons la même idée générale, qu'on ne peut pas douter de cela. Nous avons vu aussi chez les Ukrainiens, à maintes reprises, un doute, et un doute véhément qui voulait entendre sa raison, de savoir de quel côté les uns et les autres se trouvaient. Et cette certitude d'avoir les mêmes idées communes, ce qui nous dispensait de communiquer, cette certitude établie avec le gouvernement américain de l'administration Biden, n'a pas été possible d'établir avec l'administration ukrainienne. Et c'est un peu dommage, parce qu'à présent nous allons devoir vivre dans cette grande apnée de l'incommunicabilité, où chacun fait ce qu'il a à faire pour que ça fonctionne, et où chacun met sa réputation ou ce qui est en jeu pour lui de côté, pour faire ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner d'un changement d'attitude, de ce qui pourrait apparaître comme un renversement. De toute façon, on est au point où il est clair que ce qui n'a pas été délivré par les Américains par le passé ne le sera pas à l'avenir. Et il est aussi clair que nous tirons les conséquences de la valse hésitation de l'administration précédente, qui était aussi prise par une relative une pénurie de voix favorables dans les chambres, qui a rendu difficile à un certain point la délivrance de toute façon d'un stock qui devait être reconstitué, et qu'il est peut-être aussi du côté américain temps d'arrêter de voir filer. Donc une grande opération de désarmement mondial était en cours, elle est annulée, et de notre point de vue, même si l'idée avait été reprise par Trump il y a 2 jours, ou Trump était arrivé à la même idée il y a 2 jours, nous allons demander 50% de suppression des armées de l'un et de l'autre pour réduire les tensions, c'est toujours possible. Et il y a toujours un excédent américain de l'armement contre l'armement russe. De toute façon, malgré l'usage qui a été fait de l'armement américain sur le front en Ukraine, la réserve américaine est plus importante que la réserve russe, de loin. Donc il n'y a pas de problème sur l'issue. Ensuite, sur les problématiques institutionnelles, y a-t-il une chance pour que
lors de son mandat, où là, immédiatement, la justice américaine se saisisse de cette question de la trahison des intérêts américains à l'adversaire, la reddition à l'adversaire des intérêts américains par Donald Trump aux Russes, soit poursuivie comme quelque chose d'un élément anormal, puisque Trump est en train de supprimer les procureurs qui auraient pu, ou les remplacer tous les procureurs qui auraient jamais pu continuer à s'opposer, à poursuivre les erreurs de l'administration, par exemple. Voilà. Donc s'il y avait un État profond aux États-Unis, il réagirait. Nous ne voyons aucun signe de réaction de aucun des éléments de ce qui pourrait constituer un État profond aux États-Unis. Les conséquences du démantèlement de ces systèmes de sécurité, on ne les connaît pas. On ne sait pas à l'avantage que d'autres ennemis encore pourraient en prendre pour faire régner la terreur aux États-Unis. Et on espère que dans les grands ministères pas de l'information, les grands ministères de la sécurité, ou dans les grands bâtiments du ministère de la sécurité américaine, un ordinateur en autopilote est capable de continuer à gérer les interceptions, de sorte que le travail d'interception des catastrophes avant qu'elles se produisent se poursuive.